Bonjour et bienvenue dans l'émission de livres de Campus Protestant. Je suis Éric Perrard des éditions Rampelos et nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Gabriel Cadier pour sa biographie de Sarah Monod. Donc aujourd'hui nous parlons de Sarah Monod. Oui, mais on l'a un peu oublié alors que ça a été une pionnière du féminisme. Elle est née en 1836 et elle est morte en 1912. Et alors, toute sa vie, elle s'est dévouée à des œuvres qu'on ne connaît pas, parce qu'elle a été très discrète dessus. Mais à partir de 1889-90, là, elle arrive en plein jour. Alors, on redécouvre, heureusement, les féministes du XIXe siècle, et chaque fois qu'on en redécouvre une, on dit que c'était la plus grande féministe de son époque. Qu'est-ce qui nous permet de dire la même chose pour Sarah Monod ? Eh bien, parce que en 1901, il s'est créé le Conseil national des femmes françaises, qui était la branche française du Conseil international des femmes, et c'est Sarah qui a été élue comme première présidente. Et le Conseil national des femmes françaises, qui existe toujours de nos jours, a été la première organisation, mais vraie organisation importante, avec beaucoup d'adhérents, mais peut-être qu'il y avait aussi des adhérents, mais je n'ai pas les listes. Donc, c'était la plus importante organisation française. D'accord. Et alors, le féminisme de 1901, quelles sont les idées, les revendications, les demandes ? Si on prend le point de vue de Sarah, c'est qu'elle s'est occupée toute sa vie d'œuvres en faveur des femmes et des enfants, pour améliorer leur sort. Mais si elle ne pense pas au départ au droit de vote. Mais dans le Conseil national des femmes françaises, il y a des femmes qui pensent que le droit de vote est nécessaire. Alors là, il y a encore deux façons d'envisager le droit de vote. Ou bien parce que les femmes doivent avoir ce droit, ou bien, et ça c'est beaucoup le point de vue de beaucoup de ces dames du Conseil national des femmes françaises, c'est que tant qu'elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont aucun poids. Et elles peuvent faire des propositions pour améliorer le sort des femmes, en particulier des femmes des milieux populaires, eh bien, elles ne sont pas prises en compte, parce que justement, elles n'ont pas de poids politique. Et c'est ça qui va peu à peu amener toutes les dames du Conseil national à demander et à pétitionner et à agir comme un lobby en faveur du droit de vote. D'accord. Donc le droit de vote était une conséquence de leur action humanitaire, finalement. Exactement, oui. Parce qu'on a un exemple très concret. Pour la femme mariée n'a obtenu le droit de garder son salaire qu'à partir de 1906. Il a fallu une loi. Jusque-là, son mari pouvait s'emparer de son salaire et aller l'utiliser à l'assommoir, et elle ne pouvait rien faire. Eh bien, il a fallu 10 ans de pétitions, d'actions, de démarches, pour arriver à ce qu'une loi soit enfin prise en 1906. 10 ans de démarches. Et donc, ces féministes qui ont de nombreuses idées pour l'amélioration du sort des femmes, eh bien, elles pensent que tant qu'elles n'ont pas de poids politique, elles ne seront pas écoutées. D'accord, donc c'est une démarche politique, effectivement. Avant cela, elles ont, d'après le livre, toutes, ou en tout cas de nombreuses de ces féministes, ont beaucoup travaillé dans l'humanitaire. Votre livre parle notamment de la prison de Saint-Lazare. Il faut remonter à 1839, quand une Anglaise, une réformatrice des prisons anglaises, Elizabeth Fry, qui était une Quakeress, quand elle a vu que les femmes dans les prisons étaient horriblement maltraitées, et elle aussi, elle a fait des tas de démarches en Angleterre. Elle est la première femme qui est
étaient écoutées, auditionnées plutôt, écoutées, ça je ne sais pas, mais en tout cas auditionnées à la Chambre des communes pour l'amélioration des prisons en faveur des femmes. Et alors elle est venue en France en 1837, 1839, et là, elle a souhaité que les mesures qui avaient été prises en Angleterre soient prises en France. Et elle est allée voir Guizot, et Guizot l'a écoutée. Il y a eu une amélioration dans le sort des femmes, et en particulier ce que les femmes protestantes ont obtenu, parce que dans les prisons, beaucoup de femmes étaient là, non pas parce qu'elles avaient... il y avait certaines qui avaient vraiment fait des délits, mais beaucoup c'était simplement parce qu'elles étaient prostituées et qu'elles avaient été ramassées comme ça, qu'elles n'étaient pas... elles n'avaient pas les papiers nécessaires et tout, alors on les mettait en prison. Et donc Elisabeth Fry a obtenu qu'il y ait des visiteuses de prison, et c'était des dames de la haute société protestante de Paris qui ont créé une association, et le dimanche, les protestantes de la prison avaient droit à un culte, elles avaient un local, elles avaient une petite bibliothèque, et l'après-midi du dimanche, et le matin c'était le culte, et l'après-midi, une des dames du comité venait leur faire de pieuses lectures. D'accord. Ces femmes qui sont en prison, elles sortent de prison, et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et là, il y a une concomitance entre le départ, la sortie de ces femmes de la prison et la création de l'œuvre des diaconesses. Et en 1841, la première diaconesse reçoit la première repentie, comme on disait. Le début des diaconesses, tout à fait le début, c'est cet accueil des femmes sortant de prison. À la suite de ça, les diaconesses ont recueilli les jeunes filles qui étaient envoyées par l'administration judiciaire, soit parce qu'elles étaient orphelines, en danger moral, ou alors parce qu'elles avaient commis des délits et qu'on les trouvait trop jeunes encore pour être envoyées en prison. Donc il y a eu comme ça 2 centres chez les diaconesses, la retenue et le disciplinaire, pour les petites filles et jeunes filles qu'elle recevait. Et alors comment Sarah découvre-t-elle les diaconesses? Comment s'engage-t-elle avec les diaconesses? Eh bien, Sarah donc, ne s'est pas mariée. Et donc, elle s'est toujours beaucoup occupée. Et chez les diaconesses, dans les années, vers 1860, par exemple, mettons 1865, elle a presque 30 ans, elle s'occupe, et en particulier, elle fait l'école du dimanche chez les diaconesses. Chez les diaconesses, d'accord. Voilà. Et alors, c'est comme ça qu'elle est connue des diaconesses. Et quand la sœur Caroline Malvezin, qui a créé les diaconesses, quand sœur Caroline Malvezin prend sa retraite, c'est une Hollandaise qui prend sa suite, mais comme elle est hollandaise, elle ne connaît pas bien le protestantisme français, et on demande à Sarah si elle veut bien l'aider, l'assister. Au début, c'est simplement pour des petites tâches, et puis comme l'œuvre des diaconesses grossit, qu'elle a des implications non seulement à Paris, mais aussi en province, eh bien, finalement, Sarah est amenée à s'engager de plus en plus souvent et beaucoup chez les diaconesses, au point même, à partir de 1875, d'y habiter. D'accord. Et d'assister la sœur Johanna. Et en 1901, elle est élue présidente du Conseil national des femmes françaises. Et donc de 1901 jusqu'à sa mort en 1912, Sarah continue à militer pour ce féminisme. Le Conseil national des femmes françaises a de très belles archives qui sont à l'université d'Angers, où se trouve, ça s'appelle Archives du féminisme. D'accord. Et voilà, et je suis allée lire ces archives qui sont très très intéressantes. Et alors, on voit là toute l'action de Sarah en tant que présidente. Et en particulier, il y a des lettres
en 1904 et en 1906, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice veulent revoir le Code civil. Et Sarah leur écrit, c'est impossible que vous corrigiez le Code civil, que vous l'amélioriez, sans qu'il y ait des représentants des femmes. Eh bien non, il n'y a pas eu de femmes pour cette revue du Code civil. Et elle réclame par 2 fois, avec des lettres vraiment importantes. Alors, dernière question. Nous avons tout cet engagement des femmes protestantes sur le féminisme, donc vous l'avez montré. Pas vraiment, mais et les hommes du féminisme à cette époque? Eh bien, évidemment, si je vous ai parlé de Julie Siegfried, eh bien, elle est bien soutenue par son mari Jules, qui a été député de 1885 à sa mort en 1922, sauf 3 ans où il est sénateur, mais il n'est pas réélu sénateur parce que justement il était Dreyfusard. Donc il est député. Et à la Chambre, il a pris la présidence d'un groupe d'hommes qui militent en faveur du vote des femmes, comme par exemple Ferdinand Buisson, et puis d'autres dont je donne les noms. Parce que ces dames du Conseil national, elles faisaient du lobbying auprès des messieurs et des hommes politiques, des sénateurs, etc. Et donc beaucoup allaient à des banquets. Les dames organisaient des banquets, il y avait de grands discours. Enfin, c'est toute une époque. Mm-hmm. Donc Sarah Monod oubliée, mais pas complètement finalement. Non, pas totalement, mais on la redécouvre quand même. Et la preuve, c'est que la ville de Paris va lui offrir une place dans le 12e arrondissement, pas trop loin des Diaconesses où elle a été tellement active. Et donc c'est fin juin, le 24 juin d'ailleurs, qui est son jour de naissance, et elle aura comme cadeau sa place, près du métro Montgallet. Voilà une belle nouvelle. Merci beaucoup, Gabrielle.